Donc bonjour à vous, merci d'être présents pour ce débat. Nous allons parler des questions liées à l'écriture du jeune public en lien avec, le prix Colidram. Je vais présenter nos intervenants. Donc, tout à droite, Pascale Griandini, qui est directrice de l'association Posture, qui organise le prix de littérature dramatique des collégiens, le prix Colidram. À ma gauche, Sabine Chevalier, qui est fondatrice des éditions Espace 34. Et à ma droite, Michel Simoneau, qui est sociologue et dramaturge et qui a remporté cette année le prix Colidram. Alors, ce qui est intéressant avec le prix Colidram, c'est que depuis qu'il a été fondé, beaucoup de textes qui ont été lauréats n'étaient pas à l'origine destinés au jeune public. Alors ça pose évidemment beaucoup de questions. Avant cela, nous allons écouter un extrait de Hautbois de Claudine Galéa, qui a remporté le prix Colidram en 2015, et qui est un exemple de cette littérature qui, à la base, n'est pas destinée au jeune public, et qui a quand même conquis le prix et le cœur des collégiens. Donc je laisse la parole à Pauline Angot, qui est journaliste à Profession Spectacle. Alors, cette scène se situe à la fin de la pièce et elle donne la voix à trois personnages, Bois, Loup et Petite. Ne voyant pas rentrer maman, la petite prit sa bicyclette et se hâta d'aller la chercher. La nuit allait tomber. C'est l'heure où les loups sont vigilants. En voici un, bien fait de sa personne, poussait une trottinette, chantait une chansonnette, casque vissé sur ses oreilles, un peu grande. Chantait à tue-tête un truc en anglais qui gueulait méchamment. La petite en face pédalait rageusement, et hop, pouf, paf, se culbutèrent. Jusque-là, rien de grave. Minime méfait, jean pété aux genoux, peau ratiboisée. La petite, furieuse que son jean préféré soit massacré, insulte sauvagement le grand qui s'est pris les pieds dans le fil de son casque, lequel finalement est tout arraché. De ce fait, aussi furieux qu'elle, il l'insulte encore plus sauvagement. Se sont regardés. Il n'était pas si jeune qu'elle et le visage était tranchant si la taille était bien faite. Se sont détournés. Elle releva sa machine et voulut continuer, mais la roue avait déraillé. Quelque chose dans le mécanisme grippait. Il n'y avait plus un lumignon de soleil. Personne ne se décidait à passer. La petite voulut continuer, à pied, poussant l'engin. Il ne restait au fond que 10 bonnes minutes pour sortir de l'endroit. Aller frapper chez mamie. Elle appelait sa mère encore une fois au cas où. Le portable à l'oreille, elle attendit en vain. Le répondeur se déclencha. « Salut, c'est moi, je vous rappelle. » Mon cul grognait la petite entre ses dents, tirant sur son jean, secouant la jambe, car le genou brûlait. Ça fait mal cette saloperie. En face, il se marrait. Elle était mignonne. Colère, elle était ravissante. Merde, se dit la petite. C'est pas fille à bicyclette que je devrais jouer, c'est louve. Après tout, je peux aussi. Un casque sur les oreilles, chanter à tue-tête, tomber sur un petit, une petite, avec qui je ferai affaire. Après tout, merde, merde. Le temps tournait vertigineusement, le jean était complètement déchiré. Merde, merde, disait la petite, qui n'avait jamais connu la peur du loup. Merde, merde. Je veux être une louve, moi-même, ma propre louve. Qu'est-ce qu'elles ont à rêver de loup, de sauvage, de méchant? Qu'est-ce qu'elles ont dans la tête? Fille, mère, vous avez quoi dans la tête? Le loup lui prit la main. Je n'aurai pas de fille à qui le raconter, je compte sur vous pour le faire. Et elle ajouta. Je suis sûre, aussi sûre que ce qui va m'arriver, advenir maintenant, sûre que des louves se cachent dans cette forêt. Ah, maman! Un chasseur, par là, passait, se jeta sur le loup et le tua. La belette, inanimée, le fit pleurer. Son jean déchiré, son sweat soulevé, ils deux se tenirent aux branches. Puis, tout, lâcha, puis au flic téléphona. La petite, on emporta. La mère, dans les bras du chasseur, tomba. Son numéro de téléphone, il lui donna. À l'hôpital, la petite dormait, genoux égratignés, bras griffés, une dent cassée. La mère, son sauveur, appela, puis dans ses bras tomba, puis tomba, un peu plus bas. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup... Et tomba. Encore,
un peu plus. Merci. Alors le fait que le prix Collydramme a été décerné à Claudine Galéa, dont nous venons d'entendre un extrait, à Michel Simoneau, pose une question majeure que j'aimerais poser d'abord à Sabine. C'est: est-il pertinent aujourd'hui d'écrire explicitement, voire exclusivement, des textes pour la jeunesse? Et que deviennent dans ce cas-là un Fabrice Melchior, une Suzanne Lebeau, une Catherine Dasté, etc. Oui, pertinent, je ne sais pas. Le fait est qu'un certain nombre d'auteurs écrivent réellement en pensant à un public destinataire jeunesse. Là encore, je pense qu'il faut définir ce qu'on entend par jeunesse. C'est-à-dire que, pour ma part, et beaucoup d'éditeurs notamment ne sont pas d'accord avec ça, pour ma part, il y a une écriture effectivement qui est un petit peu spécifique pour les plus jeunes, c'est-à-dire primaire, début du collège, et après au-delà, et justement c'est un peu ce que prouvent les prix attribués par Posture, les prix Collydramme, c'est que au-delà, la palette est beaucoup plus large, c'est-à-dire que tout un certain nombre de textes, vous venez d'entendre cet extrait-là, quand on voit la langue, a priori, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on aurait proposé spontanément aux jeunes de 6e. Et c'est un texte qui a été plébiscité par les 6e, 5e, 4e, 3e. Donc, certains auteurs écrivent en pensant à des tranches d'âge très précises, d'autres non. Après, je pense que c'est le retour. C'est d'autant plus intéressant que donc Claudine Galéa et Michel Simoneau ont été édités à Espace 34. Et tu as une collection jeunesse avec Fabien Arca et d'autres auteurs qui écrivent. Et pourtant, c'est pas eux qui ont été sélectionnés. Là, j'ai envie de me tourner vers Pascal Griandini. C'est vous qui sélectionnez les textes pour le prix Posture. Vous en sélectionnez 4 parmi tous ceux qu'on vous envoie. Pourquoi avoir choisi des textes qui, a priori, dans Au Bois, par exemple, il est quand même question d'un viol. Dans Delta Charlie Delta, on est sur les 2 jeunes morts dans le transformateur EZF, plus le survivant qui a provoqué l'écriture de cette pièce, Mutine. Donc pourquoi choisir ces textes-là ? C'est pas moi qui les choisis toute seule. On réunit un comité de sélection qui rassemble des enseignants, des comédiens, dramaturges qui vont intervenir dans les classes, les partenaires financiers institutionnels aussi, des représentants évidemment des partenaires financiers institutionnels, des représentants des structures qui sont partenaires du prix. Donc on est une trentaine. Hein. On fait un appel à texte donc auprès des éditeurs et on reçoit chaque année autour de 25 textes et on les lit pendant les grandes vacances. Et puis on se retrouve début septembre et on discute jusqu'à choisir 4 textes parmi ces 25. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je pense qu'on a on n'a pas vraiment de critères en fait. Voilà, on n'a ni de critères de. Enfin, quand je dis on n'a pas vraiment de critères, c'est qu'on se pose pas comme ça des barrières et des verrous. Le principal critère, c'est la qualité du texte. Évidemment, on sait qu'on va proposer ces textes dans les classes, mais la première chose, je pense que c'est vrai pour tous les lecteurs du comité, c'est le rapport personnel qu'on a au texte et est-ce que c'est un texte qui nous fait vibrer, est-ce que c'est un texte qui nous intéresse, est-ce que l'écriture nous semble intéressante. Voilà, c'est des choses comme ça dont on discute. Et les thématiques, évidemment, sont importantes, mais disons qu'on essaye de pas être que dans la question des thématiques, parce que sinon, on parle pas de la langue et on parle pas de la dramaturgie, quoi. Donc voilà. Après, évidemment, comme il y a des enseignants dans le comité de sélection, eux, ils savent qu'après, ils vont proposer ces textes dans les classes, donc ils ont cet objectif en tête. Et ça fait partie de leurs critères à eux. Mais je pense que chacun a un point de vue un petit peu différent. Justement, là, c'est une question que j'aurais envie de poser aux 3 personnes, donc je vous laisserai répondre comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Généralement, dans la littérature jeunesse, bon, là, on parle de collégiens, donc de 6e, de 3e, c'est le cœur de notre sujet. Il y a 2 obstacles éventuels. Il y en a un qui est le sujet en tant que tel, donc le sujet de ces jeunes qui sont morts et qui ont provoqué les émeutes, les révoltes, le choix terminologique est toujours compliqué. Et puis il y a ce texte de Claudine Galéa avec comme cœur ce chaperon rouge qui est violet. Donc ça c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle c'est l'écriture elle-même, qui n'est pas forcément
aisé pour des jeunes. On a toujours envie, quand on est... Moi, moi qui suis critique de théâtre, je vais voir souvent des spectacles de jeunes publics où je trouve qu'on infantilise beaucoup avec des histoires au langage un peu pauvre. Mais à contrario, parfois, on voit des spectacles qui sont destinés pour le jeune public avec un langage très riche et qui, parfois, font l'impasse sur une certaine symbolique qui permettrait aux jeunes d'appréhender ce texte. Alors, ces deux obstacles, est-ce que vous les prenez en compte quand vous faites votre comité de sélection? Est-ce que vous le prenez en compte quand vous faites vos collections? Est-ce que peut-être, Michel Simoneau, là ce serait une question un peu plus précise, ce serait est-ce que dans l'écriture, tu penses éventuellement à cette diversité des publics, y compris les plus jeunes? Donc voilà, c'est même question, mais avec 3 angles différents suivant votre cœur de métier. Moi, je veux bien juste répondre à une chose, c'est pas un obstacle la langue, au contraire. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on va commencer la 12e édition du prix. En l'occurrence, c'est toujours les langues les plus, les plus décalées par rapport au format qu'on peut avoir dans la tête que les collégiens choisissent. Et c'est vraiment un des critères, pour eux, là je parle, pas pour nous, adultes qui choisissons avant, qui fait partie, c'est un des critères principaux en fait. La thématique, c'est important, évidemment. Il y a des mais si la thématique prend le pas sur la langue, justement, en général, le texte, il n'est pas choisi. Parce qu'en ce moment, on a plein de textes qui sont autour de sujets très importants, très intéressants, et c'est pas ça qui fait la différence. Je pense vraiment que la langue, c'est pas un obstacle. Au contraire, plus la langue est décalée par rapport à cette idée qu'on peut avoir de comment on doit écrire, en fait, surtout eux qui sont à l'école, à qui on impose des modèles académiques. C'est pas du tout une critique, mais c'est normal, ils sont en apprentissage de plein de choses. Mais en tout cas, la découverte du geste artistique avec une langue, je pense que c'est là où ça... C'est justement pas un obstacle, c'est une grande découverte pour eux, une grande chance, je pense. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que nous, en tant qu'éditeurs, aucune thématique n'est écartée parce que thématique, elle n'est au contraire retenue que parce qu'il y a la langue. C'est-à-dire que c'est vraiment ce travail d'écriture qui peut permettre de toucher et de laisser s'exprimer justement des thèmes parfois très, très durs et qui vont sublimer la chose en fait. C'est le geste artistique de l'écriture qui permet que justement ces textes rencontrent les jeunes. Donc c'est pas des obstacles. Et en même temps, il y a des collections. Alors, chez Espace 34, il y a la collection pour les plus jeunes, mais là, les auteurs qui écrivent et qui sont publiés là ont exactement la même exigence d'écriture que lorsqu'ils écrivent pour des adultes. Le niveau d'exigence est exactement le même. Pour les petits primaires, effectivement, entre guillemets, ça finit bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui va être porteur d'une envolée, d'une possibilité. Ils sont au début de leur vie. Voilà, ça me semble ça important. Mais c'est pas en termes de thème ou en termes de langue, d'écriture, de simplicité. Alors, autre versant du problème, c'est que vous pouvez décider en amont comment publier, comment sélectionner. Quand un auteur comme Michel Simoneau écrit Delta Charlie Delta, qui ne prévoit pas du tout destiné aux collégiens, comment as-tu reçu le fait que tu sois sélectionné d'abord? Et puis peux-tu nous parler un petit peu des rencontres que tu as faites avec les collégiens eux-mêmes, puisque tu as été invité dans plusieurs classes, et comment tu as perçu peut-être la qualité de réception particulière qu'ont les collégiens par rapport à un public d'adultes? Oui, c'est une question dont on pourrait parler beaucoup, d'ailleurs, je pense. Le moment que nous avons ne suffirait pas si on voulait aller très loin. Et ce serait important, je pense, dans le jeu aujourd'hui, y compris dans ce qu'on appelle, ça dépasse le cadre qu'on traite de mon texte ou celui de Claudine, c'est la question de qu'est-ce que l'éducation artistique et culturelle dans les écoles. Je pense qu'au cœur de ce dont on débat, il y a cette question-là. Quelle ambition, quel enjeu on vise dans le rapport concret entre des jeunes et un objet artistique, l'écriture. En ce qui me concerne, parce qu'il faut aller vite, moi, oui, mais bon, quand j'ai reçu, premièrement, oui, je n'ai jamais pensé adresser ce texte. J'ai jamais écrit pour des jeunes. Enfin, j'ai écrit des textes que j'avais envie d'écrire, jusque-là.
Ce texte-là, il est écrit en écho à un événement qui est en 2005, ça va vous rappeler quelque chose, Zied et Bouna sont morts électrocutés dans un transformateur à Clichy-sous-Bois, et ça déclenche 1 mois, 2 mois de ce qu'on a appelé des révoltes, que je pourrais appeler des émeutes, que j'appellerais des révoltes, à la fois dans la Seine-Saint-Denis, puisque c'est dans la Seine-Saint-Denis, qui ont gagné la France, et d'autres pays en Europe. Et cet événement-là m'a marqué beaucoup, et donc je savais qu'un jour j'écrirais dessus, mais il me fallait trouver la forme. Je me proposais, voilà. Et quand j'ai écrit ça, moi, ma seule question, mon seul problème était de trouver la forme pour écrire ça. Quelle écriture ? Parce que raconter au fond cet événement, il a été raconté 200 fois dans les journaux, il y a eu des documentaires à la télé, des fictions documentaires, si vous regardez sur il y a plein de choses. Et donc la question n'est pas de l'histoire, la question c'est comment on construit l'enjeu de l'histoire et comment on lui donne forme, puisqu'on est dans la littérature, dans l'écriture, on lui donne une forme d'écriture. Et donc là, quand j'ai reçu le coup de fil, qui est d'abord celui de Sabine, qui m'a dit « tu vas avoir une bonne nouvelle ». Bon, je dis quoi ? Je reçois un coup de téléphone, nous ne connaissions pas, hein, tu m'appelles, et tu me dis « oui, voilà, il y a le prix Colydram, le prix des collèges, et donc le livre est sélectionné ». On était 4, je ne savais pas encore qui serait lauréat. J'étais d'une surprise, je suis tombé par terre, parce que je me suis dit que moi, je pensais que ce texte n'intéresserait pas les enfants, ou même ferait peur, pour 2 raisons. À cause non pas du thème, mais de la question que soulève le thème, c'est-à-dire des enfants quand même qui sont électrocutés, poursuivis par la police, donc il pose la question de la culpabilité de la police, de la poursuite dans les cités, qui développent des émeutes, voilà, donc quelque chose d'une violence et qui débouche sur de la politique aussi. Donc je me suis dit, ça va faire, c'est bizarre, ça devrait faire peur un peu cette affaire. Et puis la forme, c'est-à-dire j'ai écrit ça en éclatant des formes, de la poésie, des formes poétiques, pas de la poésie, des formes poétiques, que j'ai éclatées dans des formes très différentes. Ça raconte, enfin voilà, il y a plusieurs formes dedans. Et je me suis dit, mais cette forme peut faire peur dans l'idée que j'ai, pourtant je connais l'enseignement, mais que des enseignants peuvent avoir d'un désir de classicisme ou d'une écriture un peu conforme à un ordre de l'écriture, avec des verbes, un sujet, un complément. Or, moi, j'écris pas comme ça, il n'y a pas des virgules, il y a parfois pas du tout de ponctuation, ça part à la ligne, ça... Voilà, puis des fois oui, enfin bon. Donc, ma question, c'est, je me suis dit, il n'y a aucune raison pour que ça pèse à ces élèves, à des jeunes, surtout de cet âge-là, de 11 ans, 12 ans à 15, 16 ans, 15 ans. Et puis, j'ai rencontré, donc en plus j'ai eu le prix, je vais dire, je l'ai eu largement en plus, donc j'étais très largement, j'étais vraiment très très étonné. Et donc, Pascal et son équipe m'ont proposé d'aller rencontrer les élèves. Et les rencontres avec les élèves, je les ai toutes faites. J'ai rencontré toutes les classes qui m'ont invité. Et je peux vous dire que c'est une aventure qui marque. Moi, je n'oublierai jamais. On est habitué, on fait tous des interventions dans les écoles, les lycées, des trucs. Voilà, ça dure 1 heure. C'est intéressant, mais ça ne marque pas, quoi. Et là, j'arrive dans des classes où il y a eu un intervenant théâtre qui a un engagement artistique fort, y compris avec la littérature et l'écriture, ce qui n'est pas toujours le cas, des enseignants partenaires de ça, eux-mêmes convaincus, et des élèves qui ont lu le texte et l'ont relu, et des élèves qui ne lisent pas dans la vie. J'ai rencontré des élèves qui sont venus me dire, je me rappelle un endroit, monsieur, 2 petites blagues comme ça, sont venus me trouver, monsieur, moi je lis jamais de livre, votre livre je l'ai relu 3 fois. Alors, on regarde des gens comme ça, c'est quelque chose qui se passe, quoi, des gosses de cité, comme on dit, qui ont 13-14 ans. Voilà, pour faire vite. Justement, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est la méthode que propose le prix Colydram, parce que il est
évident que les collégiens, en tout cas un grand nombre de collégiens, lisent pas ou très peu. Or, Collydrame a mis en place une méthode qui permet à des écritures peut-être plus exigeantes d'être entendues, d'être comprises, d'être discutées. Et notamment, dans la méthode du prix Collydrame, ce n'est pas une note. La méthode du prix Collydrame, pour que un texte l'emporte, c'est un argument qui compte. Et on compte le nombre d'arguments sur les textes. Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques, Pascal, cette méthodologie, parce que peut-être qu'il y a là un chemin de l'écriture vers la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, ben, la première chose, c'est vrai que c'est vaste hein, comme sujet, parce que c'est le fruit d'une réflexion assez longue hein, sur comment transmettre ce goût que nous étions quelques-uns à avoir pour la littérature et notamment les écritures dramatiques à des jeunes. Et on avait cette intuition que le théâtre et l'écriture du théâtre, enfin je veux dire pas seulement le spectacle, c'est pas du tout pour dire qu'il faut évidemment aller voir les pièces et que les pièces sont écrites pour être jouées, mais que lire un texte de théâtre quand on n'est pas très bon lecteur ou pas très grand lecteur au sens où on ne lit pas beaucoup, c'est plus facile en fait. Et moi on était convaincus de ça parce que on se rendait compte que les enfants, on en avait fait déjà pas mal d'interventions très rapidement. C'est un jeu pour eux de lire du théâtre très vite. Ils se distribuent des rôles, voilà. Donc il y avait cette intuition au départ. Et puis à Posture, on a l'agrément éducation populaire. C'est le premier agrément qu'on a eu avant celui de l'éducation nationale, et ça a été, et pour nous c'était très important au sens où tout ce qu'on fait est collectif. Je vous disais tout à l'heure, je suis pas toute seule à choisir. On est beaucoup et on essaye d'échanger nos points de vue. Et on voulait que ça soit du début à la fin, qu'il y ait cette chose collective qui se passe, de discussion, et que même les interventions dans les classes, ça soit évidemment préparé, bien entendu. Hein, on a lu les textes, relus, on en a discuté ensemble entre adultes avant d'aller dans les classes, mais qu'on laisse à chaque groupe, en fait, la particularité de ce qu'il est, et que les questions émergent. C'est vraiment très différent dans chaque classe. Parce que les enfants, parce qu'un groupe c'est un groupe, vous le savez, hein, voilà, c'est différent d'une classe à l'autre, même si on est dans la même ville, même si on est même des fois dans le même collège. Voilà, cette dynamique-là, elle crée quelque chose. Donc voilà, donc ça c'est important pour nous parce que ça vient vraiment d'eux. Alors évidemment on les guide, évidemment on est des lecteurs de théâtre, on est des professionnels, etc. Donc on a une idée derrière la tête, bien sûr, mais on est des guides. Et on s'est dit, il ne s'agit pas donc de donner des notes, ça c'était sûr, parce qu'on voulait aussi se décaler du système scolaire, on voulait que ça ait, voilà, autre chose. Et puis on pensait à la démocratie. Qu'est-ce que c'est choisir? C'est la base de la démocratie. On choisit quelque chose, on choisit collectivement à partir d'un choix individuel. Et comment est-ce qu'on peut rendre compte de ce choix individuel et comment on peut arriver à un choix collectif alors que chacun a son point de vue et sa petite idée bien arrêtée, quoi. Alors évidemment, il y a le débat. Donc il faut qu'il y ait du débat, il faut qu'il y ait de la discussion. Et qu'est-ce qui sert dans la discussion à convaincre? C'est les arguments. Sauf que quand on a 11 ans, dire c'est ton argument qui va valoir comme voix, ça veut rien dire. Pour eux, c'est complètement théorique et voilà, ils n'ont pas de représentation comme ça de ce que ça peut être qu'un argument. Et donc, en fait, c'est pas des recettes, mais vraiment pas. C'est-à-dire que nous, on suit en fait les principes de la dramaturgie, les critères dramaturgiques. Voilà, qui sont l'histoire, la thématique, les thématiques, la langue, les personnages, etc. Comme on fait quand on est metteur en scène et qu'on doit monter une pièce, on décrypte la pièce et on sait qu'à un moment elle doit être sur scène, donc il y a tous les enjeux aussi pour la scène. Donc notre rôle c'est ça. Et en fait, très vite, ils se rendent compte que c'est ça les arguments. C'est de dire, moi je choisis la pièce parce que dans la pièce, par exemple pour Delta Chalet Delta, il y a un travail poétique qui mêle la poésie, la narration. Il y a cette forme éclatée. Voilà pourquoi on trouve que c'est intéressant. Parce que du coup, on peut imaginer plusieurs interprétations possibles. Voilà, on ne sait pas toujours qui exactement parle. On ne sait pas toujours... Enfin, si, on sait qui parle dans Delta Chalet Delta. Mais disons, on ne sait pas toujours comment il parle. On ne sait pas d'où il parle. On ne sait pas à qui il parle, parfois. Donc, il faut l'imaginer si on veut faire du théâtre. Voilà, donc... Bon, c'est pas vraiment une méthode, c'est juste qu'on se pose les questions
du théâtre, voilà. Et ça crée des arguments et on dit pourquoi on a choisi chacun cette pièce et on compte les arguments. C'est ce qu'on a trouvé de plus participatif, on va dire. Et est-ce que je sais que je crois que tu as une liste d'arguments avec toi. Est-ce que tu accepterais de nous en lire quelques-uns pour voir comment dans la formulation de ces jeunes, comment ils appréhendent le texte? Juste pour préciser, Pascal disait à l'instant, on ne sait pas qui parle. Elle faisait mention, là, pour le coup, de la pièce Au bois de Claudine Galéa, où on ne sait pas qui parle. Alors, peut-être, avant de te laisser la parole, Pascal, j'aimerais me tourner vers Sabine, juste pour... Est-ce que le fait que des textes que tu as publiés reçoivent le prix Colidram, est-ce que ça a changé ta manière d'envisager des publications pour un public jeune, d'adolescents, collégiens, lycéens? Non. En fait, on en a eu 3. Le premier, c'était Désarmé, et c'est un texte que je n'avais même pas moi-même proposé. C'est Pascal qui, l'ayant lu, tu te souviens, l'avait proposé. Et ça a été une vraie découverte pour moi, une vraie surprise. En fait, je trouvais ça très audacieux de proposer ce texte. Et en plus, il a eu le prix. Et du coup, non, mais ça m'a renforcé, au contraire, dans mon idée que... en fait, ce que je publie sont vraiment des textes qui, moi, me semblent apporter quelque chose, enfin, pour le dire assez... voilà. Et quelle que soit la personne en face qui va le lire. Hein. Et du coup, connaissant, oui, les audaces de posture et que, effectivement, toutes ces barrières dont tu parlais au départ, de thématiques, etc., ne sont pas présentes puisque les ressorts sont autres... j'ose proposer des choses, voilà, je me dis peut-être quand même. Donc non, ça ne change absolument pas. Mais ça confirme dans ton goût d'une écriture. Complètement, oui. Mais au bois, effectivement, il y a des personnages, mais dans l'extrait par exemple qui a été lu, c'est à nous, lecteurs, et aux metteurs en scène, de faire les choix de qui prononce certaines paroles. Bon, certaines, on n'a aucun doute, mais d'autres, justement, donc ça crée à nouveau des caisses de résonance diverses, des possibilités diverses, et c'est une richesse. Et que les jeunes aient senti ça et apprécié ça, moi je trouve ça extraordinaire. Non, ça ne fait que renforcer mon envie. Oui, je vais donner un exemple. D'abord, chaque fois que j'ai rencontré, j'étais vraiment à la rencontre des élèves. Ce mot quand même, quand je rencontre dans des classes, je rencontre les élèves, les enseignants. Ils ont travaillé avec l'intervenant théâtre, ils se mettent légèrement en écart, sont présents, et c'est les élèves qui viennent devant, avec le texte. Et ils ont préparé des questions sur le texte, sur l'écriture. Des gosses qui ont, encore une fois, de 12 à 15 ans. Ils m'interrogent, ils posent des questions. Elles peuvent être de tous ordres. Certaines peuvent être comme on peut les attendre, quoi. Dire, quand vous étiez petit, vous vouliez faire quoi? Et puis d'autres qui sont, mais pourquoi vous faites parler des gosses des cités, mais ils ont un langage poétique? Pourquoi? Et ils répondent. Heureusement qu'ils ne parlent pas comme nous. Parce que s'ils parlaient comme nous, on serait renvoyé à ce qu'on est. Voilà. Ils donnent des réponses comme ça. Je me rappelle, la première rencontre que j'ai eue, c'était pas en Colidram d'ailleurs, c'était avec un Mulhouse, il m'avait invité. Et il y a un gosse comme ça, dans une cité difficile, un petit black comme ça, qui n'était pas évident, dans une classe de 4e. Et chaque fois que j'arrive d'ailleurs, là comme ailleurs, en général, il m'accueille en me lisant des textes, en le jouant, en ayant appris le texte, qui n'est pas simple à apprendre, je peux vous dire. Ils ont appris certains. C'est très émouvant. Hein. Oui, mais c'est pas émouvant parce que seulement j'ai écrit, c'est de voir des gosses qui ont appris, ils sont investis, c'est à eux. Enfin, c'est assez incroyable ce qui se passe. Et donc, à la première fois, j'arrive, on me met au milieu. Je n'avais pas encore vécu cette expérience, ils me mettent au milieu, devant, ils sont dans la salle de classe, une salle aménagée en théâtre, enfin en salle de répétition. Et il me donne je sais pas, 10 minutes par cœur. À la fin, on se met en rond. Et la prof dit, mais bon, qui est-ce qui veut dire quelque chose? M. Simoneau est là, l'auteur est là, donc c'est formidable, etc. Il y a un petit gosse qui se lève, petit black comme ça, avec son accent de cité, il dit, monsieur, comme vous écrivez, ça nous oblige à parler droit. Puis c'est assis, paf, et puis c'est tout, voilà. Alors ça a donné le ton. C'est-à-dire à partir de là, ça a donné le ton de l'enjeu de la discussion.
Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas parlé après d'autres choses plus... Voilà, c'est ça. Simplifier pour les enfants, c'est une très mauvaise idée. Ils ont un plaisir à entrer dans la complexité si quelqu'un leur permet ça. Et c'est là que les enseignants et les intervenants que vous recrutez dans Colidram sont formidables. Ils leur permettent d'entrer dans la complexité qui ne leur fait pas peur et ils brassent ça et ils jouent avec ça et c'est un plaisir et intelligent, quoi. Ils font des propositions. Alors avant de vous laisser la parole, si vous voulez intervenir, je propose d'écouter les arguments. Alors à propos de la culpabilité, justement, il y avait comme les morts prennent plus de place que le survivant dans la pièce, donc on peut ressentir de la culpabilité. On prend conscience qu'il y a aussi des survivants, par exemple dans les attentats. La pièce nous aide à réfléchir sur la société d'aujourd'hui, sur la place des médias. Elle nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé, de nous mettre du côté des victimes. L'auteur nous montre l'importance des mots que l'on prononce et le poids des mots dans le réel. Mais il nous montre aussi l'impuissance des mots et les limites de la parole. Il n'y a plus assez de mots pour exprimer ce que les personnages ressentent. Il utilise la violence et le fait de choquer le spectateur pour que cela nous fasse réagir. Le mélange des paroles réelles et des paroles inventées nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé et aussi d'entendre les morts comme les survivants. C'est une pièce politique qui évoque la politique et le peuple, le réel. C'est un texte qui fait œuvre de vérité et pas de fiction. Voilà. Ça, moi, celui-là d'argument, c'est un texte qui fait œuvre de vérité. Il a été dit tel que, quoi. Et c'est, moi, celui-là, il m'a beaucoup touchée parce que je trouvais ça beau, puisqu'il y a aussi toute une partie, le personnage du survivant, il est inventé. Enfin, il existe, mais je veux dire, ce qu'il dit, c'est pas par rapport au procès, au moment du procès, c'est pas des paroles réelles, en fait. Vous compreniez, c'est que il y a donc les deux enfants qui... Mais en fait, ils étaient trois dans le transformateur. Il y a eu un survivant, qui est toujours survivant, puisque sinon, il serait mort. Donc, et c'est ce survivant, pour moi, joue un rôle capital. On l'a oublié, il n'est pas là. C'est grâce à lui c'est lui qu'on fait parler pour faire revivre les morts, et il culpabilise d'être vivant. De ne pas être mort avec ses deux copains. Enfin bon, il est aussi le motif de ta pièce. Enfin, et j'ai écrit cette pièce, ce texte, quand j'ai découvert ce survivant. Et c'est le survivant qui, moi, m'a guidé dans l'écriture et m'a amené à l'écriture de la pièce. Voilà. Alors ça tombe très bien parce que l'extrait que nous lirons à l'issue de cet échange, c'est la parole du survivant que nous entendrons essentiellement, si je ne me trompe pas. Donc on pourra entendre cette parole fictionnelle du survivant. Pascal, tu me disais aussi comme argument que tu avais entendu, tu m'avais dit, il y a une fille qui s'est levée et qui a dit mon argument c'est ça, et elle a juste déclamé le texte. Mais oui, c'était pas pour cette pièce-là, mais en fait ça arrive souvent, c'est-à-dire qu'effectivement des fois il n'y a pas les mots, et comme c'est du théâtre, et ça je trouve que c'est là où on se dit qu'on a peut-être réussi à ça, c'est-à-dire à montrer que les textes ils sont faits pour être joués, parce que c'est ça la difficulté quand même quand on fait des comités de lecture et qu'il s'agit de textes dramatiques et qu'on s'arrête là. C'est pour ça qu'après, il y a des restitutions et on fait de la mise en voix avec eux dans les interventions. Mais disons qu'on ne va pas jusqu'à... le texte, il n'est pas monté, donc il ne voit pas le spectacle. Et donc, c'est important de donner le plus de place possible à ça. Mais quelquefois, ce n'est pas facile. Et c'est vrai que quand ils arrivent à faire ça et qu'ils disent « Moi, je ne sais pas quoi dire, mais... » Voilà, mon argument c'est ça, et qu'ils ont un morceau du texte et qu'ils ont envie de le dire et qu'ils le disent avec tellement de conviction et je sais pas, de passion, quoi. Voilà, voilà, c'est ça le théâtre, quoi, en fait. Et on est arrivé à ça aussi, quoi. Alors c'est pas tout le temps, hein, bien sûr, mais ça arrive une fois par an, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui fait ça. Et là, on va parler peut-être d'une question plus politique, dans les politiques culturelles d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir mettre en place pour que il nous reste 20 minutes, vous avez tout votre temps pour répondre à cette question. Qu'est-ce que vous aimeriez voir mettre en place? Parce que Colidram, justement, montre bien un exemple d'accompagnement performant de l'inclusion du théâtre dans les écoles, de la capacité des jeunes à lire un texte compliqué, comme Michel le disait. Donc, est-ce que vous auriez des pistes de réflexion? Complexe plus que compliqué. Mais
C'est un spécialiste du retournement des mots. Alors, il a publié un livre sur ce sujet cette année. Et, donc, est-ce que vous avez des pistes de réflexion là-dessus, comme éditeur, ou comme sociologue, hein, parce qu'il y a une double casquette là. Ah oui, nous on en a bien sûr, mais d'abord on n'est pas les seuls à faire des choses qui sont intéressantes avec des jeunes. Le prix Collidrame, c'est un exemple de ce qu'on peut faire, évidemment. Enfin, un exemple, pas au sens exemplaire, mais je veux dire, c'est un module parmi d'autres. Mais oui, on a du mal à fonctionner parce qu'on est une petite asso, donc comme tout le monde, on a besoin de budget de fonctionnement et on n'arrive pas encore à les obtenir. Donc on a besoin d'argent pour faire fonctionner parce qu'on a de plus en plus de demandes. Que l'année prochaine, le prix s'étend encore et s'ouvre au territoire d'outre-mer. Avec La Réunion, on aura 2 classes de collège à La Réunion, 2 classes en Corse. Donc la délibération se fera, puisqu'il y a une délibération finale qui réunit un représentant de chaque classe. Et l'an prochain, pour l'instant, dans ce qui est prévu, on a autour de 60 classes, donc en métropole et puis à La Réunion et en Corse. Et du coup, la délibération se fera aussi par Skype. Voilà, donc il faudra... on a besoin d'argent pour coordonner tout ça. Voilà, c'est un peu banal de dire ça, et c'est un peu trivial, mais on ne peut pas faire sans, quoi. Justement... Et on est un peu fragile, en fait, là. Voilà, on est un petit peu fragile. Oui, je veux bien, parce que c'est ce qu'un peu j'ai dit au début. C'est-à-dire que... Vous savez que j'ai une double casquette, c'est pour ça que je suis chauve. Pas complètement. Mais je pense que c'est une expérience pour moi qui fait le lien entre le fait que j'ai... D'ailleurs, ici, une chose importante, on n'a pas assez insisté, prix Collidrame, c'est le prix de littérature dramatique pour les collèges. L'expression littérature dramatique, pour moi, elle est capitale. Ce n'est pas le prix du théâtre pour les jeunes, pour les collèges. Et le fait que ce soit de la littérature dramatique est capital. D'abord, je crois que ça définit la ligne éditoriale de Sabine Chevalier et d'Espace 34. Il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition. Il y en a peut-être... Vous êtes peut-être 2 ou 3 à avoir cette exigence, je pense. Mais considérer le texte de théâtre comme de la littérature qui peut être destiné à la scène. C'est capital parce que ça dit l'exigence littéraire de l'écriture pour la scène. Ça, c'est très, très, très important. Et ça explique cette exigence, qu'elle devient aussi l'exigence des enfants. C'est-à-dire que quand ils s'approprient, quand ils discutent, jouent entre eux, ce que j'ai entendu et vu, que ce soit mon texte ou les textes de Claudine, mais aussi il y a Sylvain Levet qui a eu le prix comme ça. La langue devient pour eux un plaisir. C'est-à-dire, c'est pas de raconter une histoire, on joue, moi, monsieur, je me déguise, je mets un truc, je fais du théâtre un peu, en simplifiant ce qui est la façon un peu simpliste de voir le théâtre, qui, à mon avis, n'est pas la bonne, et même appauvrissante. C'est une façon même de traiter les enfants un peu par le haut, du haut, et pas par le haut, par le bas, mais du haut. Ils ont une exigence de la langue. Et on voit bien, dès lors qu'ils... Avec mon texte, c'est pas simple, mais ils avaient une ambition de s'approprier l'exigence de la langue, des mots, de ce qu'ils sont, d'une rythmique, d'une musique du texte, de sa composition, etc. Donc d'entrer dans une intelligence par le corps, par la langue, par la prononciation, le corps. Oui, la vibration, une émotion physique qui leur donnait accès à quelque chose qui était une symbolique. Il n'y a pas d'opposition entre la sensation physique et le symbolique. C'est ça l'intérêt de littérature dramatique, je pense. C'est vrai dans tout texte même qui n'est pas dramatique, je dirais. Mais voilà. Donc, voilà, cette question de la littérature. Si, un autre point, après je vais être trop long, il faut que je me coupe, mais sur la question politique, je parlais d'éducation artistique et culturelle. Je pense que tout le monde en France aujourd'hui, dans tout l'échiquier politique, est d'accord pour l'éducation artistique et culturelle. Je passe sur la question de l'argent. Sur le fond, il ne peut y avoir de vraie éducation artistique et culturelle que s'il y a cette exigence-là. C'est-à-dire que si on met les enfants au cœur d'une confrontation à une exigence artistique, et donc on la construit
C'est pas simplement faire des pratiques où les enfants jouent à faire des scènes et se mettent des machins et tout. C'est la construction avec des artistes, avec des enseignants. C'est du boulot, c'est de la continuité. C'est un vrai travail, je pense, sur lequel, si on creusait avec tous les responsables politiques, je pense qu'on s'apercevrait qu'ils n'en ont pas conscience, voire même que ça ne les intéresse pas. Justement, dans ce lien entre dans la construction, littérature, artistes, théâtre, vous êtes en partenariat dans plusieurs endroits, notamment avec le théâtre de Niort, avec plusieurs théâtres qui participent de cette opération. Alors comment ça s'articule, ce passage de la littérature dramatique à la scène, en fait? Est-ce que les théâtres ont un rôle actif là-dedans? Est-ce qu'il y a une proposition qui est faite aux élèves d'aller sur la scène ou d'assister à une représentation? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est au moment des restitutions. Donc, nos partenaires théâtre... En fait, à chaque classe, on essaye de rattacher des structures culturelles. Donc, autour de chaque classe de collège, il y a un théâtre et ou une bibliothèque. Et puis des compagnies relais dans les régions, etc. Donc ça, c'est la base parce que c'est toujours cette idée de réseau, de collectif, voilà. Comme c'est du théâtre, évidemment, il y a des théâtres. Et parce qu'on essaye de terminer l'action sur scène. Et c'est les enfants qui font les soirées de restitution. Donc ils ont une journée de répétition au théâtre. C'est un mini stage, mais voilà, ils touchent un peu à tout. Il y en a en régie, il y en a en communication, il y en a qui lisent, il y en a qui disent pourquoi le texte a été choisi. Et puis tu me demandais quoi, le rapport avec la scène, c'est celui-là, c'est à ce moment-là en fait. Il y a 2 moments dans le dispositif où il y a un rapport avec la scène. C'est ce moment-là qui est le moment final où ils se retrouvent à lire des extraits après avoir répété toute la journée. Et puis un moment aussi où ils rencontrent les auteurs, les 4 auteurs. Alors bon, c'est pour l'instant que pas toutes les classes, disons, ça se passe en Île-de-France et dans certaines régions où les 4 auteurs sont invités à rencontrer les élèves entre les 2 tours. Et à ce moment-là, il y a un comédien ou une comédienne qui lit des extraits de chaque pièce pour qu'ils entendent aussi le texte lu par des professionnels. Voilà. C'est le rapport. On voudrait bien Alors parfois, il y a aussi des théâtres qui vont plus loin et qui, après les interventions que nous on fait sur la dramaturgie, rajoute des séances en fait avec des comédiens pour travailler plus spécifiquement la mise en voix. Voilà. Mais voilà, ça s'arrête à la mise en voix la plupart du temps. Quelques années, il y a eu des années où les classes ont continué, disons l'année d'après, il y a eu des mises en scène avec un metteur en scène qui faisait jouer les élèves l'année d'après. Mais ça, on ne peut pas l'imposer, d'abord parce que c'est sur 2 ans, parce que c'est un financement beaucoup plus important, et voilà. Je voudrais juste ajouter justement que parmi les textes qui sont édités, on fait partie des éditeurs qui publient des textes qui n'ont pas de projet de création scénique, c'est-à-dire qui sont vraiment, dont l'édition repose vraiment sur les éléments dont on a parlé, de littérature, de langue, etc. Et que ce soit pour la jeunesse ou pas. D'où l'importance, parce que le secteur jeunesse est quand même assez vivant. Il y a des gens réellement engagés, il y a vraiment des différentes structures, associations qui existent et de gens absolument passionnés qui transmettent comme posture. Et c'est vrai que pour nous, c'est extrêmement important aussi que, et ça je tiens à le souligner, que Posture ait aussi conscience de l'importance d'acheter des livres. C'est-à-dire que les classes, ils n'achètent pas tous les livres des 4 auteurs sélectionnés, mais ils achètent quand même beaucoup de livres. Et ça, c'est important parce que ce qui arrive aussi, c'est que certains enfants, certains jeunes, parfois c'est leur premier livre à eux. Je trouve ça extraordinaire de réussir ça. Un livre par jeune qui est acheté. Je peux témoigner que toutes les classes que j'en ai vu 25, 23, je ne sais pas combien, dans toute la France, depuis la frontière allemande dans le coin jusque, je ne sais plus où, partout. Des voyages, c'était des périples, des fois, il y avait quelqu'un qui me transportait à la frontière d'un endroit, puis allez, j'en ai un autre, il y avait des endroits, c'est incroyable, mais c'était formidable. Et les élèves, ils ont leurs livres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec des fois, ils ont des photocopies quand il faut qu'ils jouent ou quoi, mais ils ont chacun leur livre et ils viennent avec un livre qui est le leur. Ça, c'est assez étonnant.
Et c'est vraiment leur livre. Ils viennent, il faut le dédicacer, c'est à l'œil, ils vont le garder, ils l'ouvrent, ils l'ont travaillé, et c'est un livre. Et compliqué, si vous regardez, il est là-bas, mais il faut regarder le livre, comment il est fait. C'est pas un livre, il y a des blancs, il y a des pages blanches, il y a une phrase par-ci, il y en a par là-bas. Enfin, c'est un travail en plus avec Sabine d'édition qui est très particulier. Ou même pour les élèves, c'est pas un livre qui continue comme ça, c'est un livre dont on voit une structure poétique, éclatée et tout, et c'est leur livre. C'est très émouvant de voir ça, et ils se l'approprient, ils veulent repartir avec, ils le gardent. Et même quand c'est le livre du centre de documentation, ils le font signer, hein. Il faut que ça reste là. Il y a un côté comme ça très physique de l'appropriation des choses. C'est un souvenir qui les marque, hein. Et je parle de moi, mais ce que tu as dit, c'est important, c'est qu'au début, avant, on est 4 à avoir reçu le coup de téléphone qui était présélectionné, et on était 4, dans un premier temps, à faire les voyages, rencontrer des élèves dans des théâtres. Et c'est un moment important. On était 4, et Léonore Confino, Laurent Contamin et Céline Delbecq, on était 4, et 4 dans une salle avec les élèves, chacun avec ses trucs, c'est un échange qui n'est pas que d'un avec l'autre, quoi. Il se passe quelque chose d'important. Voilà. Non, mais moi, je voulais rajouter que la question des livres, effectivement, c'était une de nos préoccupations. Voilà, il fallait qu'on défende aussi les éditeurs de... Enfin, pour nous, on a plusieurs prix. On a aussi un prix des lycéens. Et là, c'est autre chose, c'est des inédits, justement. Mais pour nous, il fallait qu'il y ait au moins un prix qui valorise les éditeurs, quoi. Et en fait, c'est le contrat qu'on passe avec les classes. Donc, il y a des financements, je vous passe les détails. Mais le collège s'engage, chaque collège s'engage à acheter au moins un livre par élève. Voilà. C'est bien, tu as assuré la transition vers l'autre prix dont je voulais parler un tout petit peu en fin de débat, là. Ce prix pour les lycéens que l'association Posture a lancé, donc ce sont des textes qui ne sont pas publiés. Et il y a en réalité pas un, mais 2 prix. Pourrais-tu nous en parler ? Oui, donc il y a 2 prix. Un qu'on va suspendre l'an prochain parce que voilà, on a, comme je vous disais, des petits soucis financiers, donc qui s'appelle Inédit Théâtre, et qui en fait c'est un appel à texte aux auteurs de théâtre. Cette fois-ci, ils doivent être inédits pour l'édition. Et le prix, c'est d'être publié chez Lanzmann Éditeur, qui est donc partenaire de ce prix-là. Et en fait, donc on poursuit, on va développer les inédits d'Afrique et Outre-mer pour valoriser les écritures de ces régions-là du monde, de ces pays-là et ces langues françaises. Voilà, parce que ce sont des auteurs et des artistes très isolés qui ont peu de liens avec le monde de l'édition, justement. Donc voilà, donc le prix, c'est d'être publié et de venir, pour l'auteur lauréat ou l'autrice lauréate, de venir en résidence auprès des différents partenaires du prix. Voilà. Avez-vous une question ? Toujours pas. Alors nous allons écouter maintenant Muitine, la voix du survivant, telle que l'a écrite, pensée Michel Simoneau. Nous sommes à la fin de la pièce et le survivant se retrouve face au policier. Je te laisse la parole, Pauline. Disparaître de moi, je veux, tuer, tirer, percer, trouer-moi. Je veux, moi rien, sans visage. N'ayez plus peur, l'enfant, je ne le suis plus. À peine une ombre, qu'on me débarrasse de moi, de ma mémoire, de mes yeux blancs, de ma chair trop lourde. Que la police termine le boulot, la paix, tuez-moi. Pourquoi cries-tu ? Sors de la nuit que je te vois. Ils vont me faire redire à nouveau et encore, faire et refaire le trajet, raconter la course, sortir de moi et me regarder et m'entendre dire. Et vous pourrez croire que vous avez vu. Je veux seulement retourner dedans avec eux, les recouvrir d'un manteau, m'allonger dessous avec eux, ne plus être un mort vivant. Je ne veux plus qu'on me regarde coupable d'être encore vivant. Les cadavres ne procurent pas l'innocence. Ne plus errer, trouver le repos. Que les policiers sortent ou laissez-moi entrer. Qu'ils n'aient pas peur, je ne leur veux pas de mal.
Seulement que leur regard achève le travail. Je veux voir le visage de la femme policière. Je veux voir le visage de l'homme policier. Je veux voir leurs mains, leurs yeux, leurs regards. Je ne détournerai pas le mien. Devant vous, je n'ai pas peur. Demeure, ont pris ta peur. Tu leur dois reconnaissance. Ne les déterre pas à ton profit. Va-t'en. Non. J'ai couru devant vous jusqu'au transformateur. J'ai couru jusqu'ici depuis l'hôpital. Je suis devant vous. Je ne bouge pas. Je veux disparaître, simplement disparaître. Fais demi-tour, cours, ne t'arrête pas, ne te retourne pas. La nuit va se charger de toi. Tuez-moi. Vous m'effacez et vous supprimez le remords. Vous avez laissé s'abattre la main. Vous n'avez pas remplacé les 2 enfants par un bélier, pas même par un mouton. Voilà la faute. Maintenant, il reste le 3e, moi. Courage. Abattre la main, simplement abattre la main. Maintenant, ici. C'est à vous que cela revient. Vous aviez le pouvoir de retenir la foudre, simplement la retenir. Pour quel Dieu ce sacrifice humain? Un infanticide sans rituel. Pour quel banquet? Pour quel ordre? Je suis maintenant sans visage. J'ai vu l'éclair, j'ai vu la nuit. Faites que j'y retourne. Non pas l'ombre, mais la nuit véritable. Que le deuil ne soit pas ma vie. Je n'ai rien à venger. Je laisse cela à d'autres. J'étais à l'hôpital, les fantômes sont sortis des fosses. Ils ont jeté leurs imprécations, ils ont lancé des bouteilles enflammées. Aucun vacarme, écoute, aucun chien n'aboie, on entendrait la mer. Écoute le calme, écoute le flux et le reflux des vagues. Vous ne pouvez oublier, nous avons joué ensemble dans le cimetière, autour des tombes. Vous avez couru, nous avons couru, ensemble. Nous nous sommes abaissés, accroupis. Nous avons rampé, nous nous sommes aperçus, perdus, retrouvés. Vous nous avez poursuivis, nous avons fui. Nous nous sommes essoufflés, nous nous sommes tus. Alors le silence. Vous vous souvenez du silence? Vous nous avez vus franchir le transformateur. Je crie parce que vous n'avez pas crié. Vous avez détourné le regard. Maintenant, regardez-moi. Nous ne les avons pas tués. Vous aviez les yeux grands ouverts, mais aveugles. Merci. Ce texte, il est disponible à la librairie juste à côté. Je le recommande de manière complètement neutre. Ce n'est pas parce que Michel est à la fois à côté de moi et un ami que ce texte est d'une force assez étonnante. Je crois que dans la littérature contemporaine, j'ai rarement lu et entendu, puisque j'ai eu l'occasion d'assister à 2 lectures, un texte d'une puissance pareille. Une écriture remarquable, très exigeante. Je suis assez étonné aussi qu'il ait eu le prix des collégiens. Et je vous le recommande vraiment vivement. Donc édité aux éditions Espace 34. Voilà. Édition facilement reconnaissable par cette couverture. Et on espère une création de cette pièce pour la saison 2018-2019. Donc peut-être que vous aurez l'occasion de la voir bientôt, on l'espère. Merci Pascal, merci Sabine, merci Michel, merci aussi à Pauline, merci à la maison Jean Villard qui nous a accueillis et à sa nouvelle directrice Nathalie Cabrera. Et merci à Antoine, à la technique, pour son bon travail. Merci beaucoup.